Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, là, pour ce troisième temps, on va revenir sur la co-création par binôme qu'on a organisé avec cet événement. Donc pour ceux qui étaient et celles qui n'étaient pas là hier, on a insisté aussi sur ces deux dimensions, à la fois une dimension théorique, voilà, et aussi une dimension très pratique par la co-création de binômes chercheurs-chercheuses et BDistes. Et ces deux dimensions ensemble nous paraissaient vraiment importantes. Et d'ailleurs, les débats qu'on a depuis hier vont aussi dans ce sens-là. Juste pour vous donner une petite idée avant de leur laisser la parole, et un petit mot de Pierre aussi, comment on a co-construit, comment on a réuni donc, des chercheurs, chercheuses et des artistes. De notre côté, donc, organisons cet événement. Alors, d'une part, on a fait appel à des artistes qu'on a choisis et sélectionnés. Donc il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qu'on aurait aimé inviter, mais voilà, on était obligé d'avoir un nombre restreint pour une première. Et du côté des chercheurs et des chercheuses, on est parti sur un appel à communication. Ça allait à la fois d'étudiants, d'étudiantes, jusqu'à des personnes qui sont des professeurs titulaires. Donc on ne visait pas un statut en particulier, mais l'idée c'était d'avoir des résultats de recherche à présenter. Et on a lancé un appel à communication auprès de nos organismes partenaires, donc, qui sont le CAPED, je rappelle, l'ODP, l'Observatoire des profilages donc, de Montréal, le CELAT et la chaire sur les dynamiques migratoires mondiales. Et donc, on a sélectionné aussi des chercheurs et des chercheuses. Et ensuite, les artistes ont été invités à nous faire part de leurs envies de plutôt travailler sur un sujet plutôt qu'un autre. Et on est parti vraiment des recherches, donc des chercheurs et des chercheuses. Et on leur a demandé de co-créer 4 planches. Donc on savait bien qu'en une journée et demie, ce ne serait pas possible. Donc on a prévu tout un cycle de formation, qui est aussi un des aspects vraiment majeurs de cet événement qu'on organise. Mais ça, je vais laisser Pierre en toucher un mot. Merci beaucoup. Alors cette formation, donc, on s'est rendu compte en fait qu'on avait envie de susciter des co-créations, mais qu'on ne pouvait pas lâcher les gens dans la nature comme ça, parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Donc il s'est posé la question de quelle formation proposer, sachant que il n'y a pas vraiment de modèle qui existe. Vous l'avez vu, hein, cette journée et demie de colloque montre à quel point il y a différentes manières de faire, à quel point c'est encore exploratoire tout ça. Donc il a fallu inventer quelque chose. Alors heureusement, on n'est jamais les premiers à débroussailler un sujet, il y a toujours des expériences passées. Pour ma part, et parfois avec Léa, parfois seul, j'avais organisé des petites formations, mais qui étaient destinées à des publics souvent différents, des fois des gens qui n'avaient jamais dessiné pour un peu les initier à l'écriture en bande dessinée. Mais là, ce n'était pas du tout notre objectif. Des fois, c'était vraiment dans un modèle assez proche, faire collaborer des chercheurs-chercheuses et des BDistes, sauf qu'on était dans un format très court, qui a donné des choses intéressantes, mais peut-être pas suffisamment abouties, en tout cas à mon goût. Donc voilà, en fait, quand on a décidé de monter cette formation, très vite, on s'est dit, il y a plusieurs contraintes qu'on doit vraiment observer. La première, c'est de donner du temps. Donc on a tout de suite pensé la formation sur du temps relativement long. Donc il y a eu la journée et demie d'atelier collectif avant le colloque, mais en fait avant, le travail a commencé dès le mois de janvier. Donc ce temps long, premier impératif. Le deuxième impératif, c'est un accompagnement, parce que, encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir des échos de personnes qui ont déjà pu essuyer les plâtres d'une certaine manière. Et en fait, on avait la chance d'avoir dans nos entourages des gens qui s'étaient déjà engagés dans des telles initiatives d'hybridation, d'emmêlement entre sciences sociales et bande dessinée. Et donc on a fait appel à 3 formateurs, formatrices, donc Martin, Emmanuel et Léa, qui en fait nous semblaient être des personnes qui avaient exploré des manières de faire très différentes les unes des autres. Donc voilà, ce deuxième point d'accompagnement, il était pour nous essentiel pour proposer à ces binômes d'avoir vraiment des éclairages qui étaient très différents, des fois même parfois un peu contradictoires, et on est désolé de vous avoir mis dans des situations de vous avoir un peu bousculé, de vous avoir dit des choses, puis après l'inverse, mais en fait, c'était juste différentes manières de faire, et on est vraiment très heureux. Là, j'annonce déjà, je suis pour ma part très heureux de voir à quel point vous êtes saisis de ça, et on va le découvrir ensemble.
Mais je reviens aux trois choses. Donc il y avait le temps, il y avait l'accompagnement, et il y avait quand même un autre point qui est très important, c'est les conditions dans lesquelles on peut le faire. Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu proposer des conditions financières pour que cette activité de création de planches soit rémunérée, parce qu'on s'est rendu compte que, puis on le sait pour plein de raisons, que le travail de création, que ce soit côté recherche ou côté bande dessinée, ça prend énormément de temps, et on ne peut pas exiger des personnes qu'elles fassent encore plus de sacrifices qu'elles n'en font déjà dans leur métier respectif. Donc voilà, même si ce n'est pas idéal et qu'on a pu rémunérer que l'équivalent de 4 planches, on tenait à ce que ce soit fait. Donc voilà, je ne dis pas que ce modèle il est idéal. En tout cas, on a pu voir qu'il y a des choses très intéressantes, très variées qui en sont sorties. Et c'est justement ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec les 5 binômes parmi les 8 qui s'affichent derrière. Donc on a eu 8 binômes et il y en a 5 qui ont accepté de témoigner. 5 binômes ou demi-binômes, on reviendra là-dessus. Qui vont témoigner un peu de comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont découvert au cours de cette formation. Et on espère que vous aurez aussi l'occasion de nous dire ce qui a marché, puis surtout ce qui n'a pas marché peut-être, parce que nous, on est aussi en apprentissage, et cette formation, on est très content de l'avoir fait. On vous remercie vraiment de vous y être investi autant, mais on a bien l'intention de la reproduire sous une forme ou sous une autre. Donc voilà, on tenait d'avoir ce moment de réflexivité collective avec vous. Et pour aussi préciser, donc nous, là, on leur avait donné une petite consigne qui était de partir d'un point qu'ils avaient envie de développer pendant une dizaine de minutes, et que ce soit, voilà, comme le disait Pierre, soit des difficultés, soit des nœuds, soit ce qui a marché, ce qui a moins marché, ou des questions qui en fait montrent au final à quel point l'étendue de la collaboration peut être vraiment très large et sous de multiples formes. Donc Jordan, si tu veux bien commencer. Et puis après, on aura aussi des questions avec le public, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit aussi un échange avec vous, et aussi les binômes qui sont dans la salle, et les formateurs et formatrices, s'ils souhaitent s'exprimer à ce moment-là. Jordan Ménard, et puis je travaillais avec Adèle Garnier, qui malheureusement avait un empêchement là, pour être présente lors de la table ronde. Puis donc, pour peut-être faire une meilleure mise en matière, donc le sujet de la recherche d'Adèle en fait se portait sur les adjoints de circonscription dans les bureaux de députés fédéraux au Canada, et de leur rôle par rapport au dossier d'immigration. Puis, donc, en fait, je crois que, je ne sais pas exactement comment la sélection s'est faite avec la recherche, mais Adèle est vraiment tombée sur la bonne personne, parce que, en plus d'être BDiste, moi, j'avais fait ce travail-là pendant près de 3 ans. Donc, j'ai eu l'occasion, donc, à chaque fois que je lisais le rapport de recherche d'Adèle, je me disais, oh mon Dieu, mais c'est tout ce que j'ai vécu. Puis, ça me faisait drôle de me dire, c'est fantastique que des gens se soient intéressés à ce qu'on faisait dans les bureaux de circonscription, parce que j'ai été près de 3 ans à expliquer à ma mère ce que je faisais. Je pense qu'après tout ce temps, elle pense seulement que je prenais des téléphones et que j'étais une secrétaire, ce qui, ma foi, là, j'espère qu'il n'y a pas de secrétaire dans la salle, mais aucun jugement. Je sais que vous faites plus que ce qu'on pense, mais bref, là, je m'égare. Et donc, en fait, compte tenu que moi, j'avais cette expérience-là, puis je crois que Adèle et moi, sur quoi nous voulions... du moins, on s'est entendu sur quelle devait être la stratégie de la BD, parce qu'en fait, on n'a que 4 planches, et puis donc de cerner là, les points qui étaient les plus importants. Et puis, donc, la recherche, elle, mettait en valeur le rôle des adjoints. Donc, je me suis dit, la BD doit faire la même chose et pouvoir le dire, en fait, l'évoquer de manière plus large. Donc, en fait, dans la stratégie qu'on a eue, donc, en fait, c'était vraiment de créer un outil de diffusion qui soit facile. Donc, là, disons, je dois avouer, je suis un peu gênée là, que ce soit un storyboard très brouillon avec de l'écriture approximative. C'est le genre de choses qui ne sort jamais de mon atelier, mais voilà, ça affiché en très, très grand format. Puis, donc, en fait, si ça peut illustrer quand même donc comment j'ai pensé le projet. Donc là, ce que vous auriez, c'est la planche numéro 2 et 3. Donc en fait, ça deviendrait une double planche qui s'opposerait à vraiment illustrer en fait le rôle des adjoints, puis à quel point leur rôle est central dans tout ce qui est en lien avec les problématiques d'immigration. Puis dans l'idéal, on aimerait même que cette double planche-là puisse vivre
elles seules vont, donc par exemple, ça pourrait être une affiche qui pourrait être distribuée, vont dans tous les bureaux de circonscription ou même dans les organismes qui aident les nouveaux arrivants pour en fait comprendre qu'ils peuvent aller chercher un soutien, un service auprès des adjoints de circonscription. Puis, donc, bon, c'est encore, du moins des choses qui sont à développer, mais au moins, c'est ça, j'ai beaucoup aimé dans la collaboration qu'il y ait aussi eu une totale confiance à me dire, bon, ben, tu sais, Jordan, tu connais le sujet, fait que c'est ça, il y a eu beaucoup d'ouverture, je trouve, à mes propositions. Puis sinon, si je peux continuer dans peut-être les difficultés que j'ai eues, c'était justement dans la synthèse et je tenais à utiliser certains codes propres à la BD pour justement synthétiser certaines informations. Puis voilà. Puis sinon, quelque chose que je trouve déjà très bien là, dans les échanges qu'on a eus dans les derniers jours, c'est qu'on sait déjà que le projet va être traduit en anglais. Donc vraiment, c'est ça, nous, on a vraiment pensé à la diffusion. Donc on est dans ce processus-là. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais j'ai trouvé le projet très, très emballant jusqu'à présent. Je pense pas que j'ai fait 10 minutes, mais ça te laissera plus de temps, Francis. Bonjour, Francis Desharnais. Je travaillais avec Antoine Mazot-Houdin. Et le sujet de recherche de Antoine portait sur la politique au camping, analyse comparée des rapports aux politiques des classes populaires en France et au Québec. Comme il a une... merci. Et comme, bon, évidemment, là, on le répète, là, mais c'est une enquête, c'est une recherche qui est très vaste. Nous, on s'est attardé sur le concept de triangulation. J'ai demandé à Antoine, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, de quand même écrire un petit texte sur ce qu'est la triangulation, parce que c'est un concept que moi, je n'avais jamais entendu parler et qui peut peut-être être complexe là, pour quelqu'un pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, si vous me permettez, je vais lire le mail qu'il m'a écrit. Donc, dans La culture du pauvre, paru en 1957, Richard Hogarth relève que la classe ouvrière au Royaume-Uni oppose un « nous » populaire au monde des autres, des patrons, des fonctionnaires, des élites. Les représentations du monde social en milieu ouvrier se structureraient autour de cette opposition entre le « nous » et le « eux ». La conscience sociale triangulaire qu'on illustre dans la BD, c'est un concept qui revisite cette idée en l'actualisant. La notion souligne que les classes populaires contemporaines, notamment les franges les plus stables, se sentiraient soumises à la fois à des pressions venant du haut, des classes moyennes et supérieures, des élites, mais également à des pressions venant du bas, des fractions plus précarisées, des classes populaires, des immigrés, des bénéficiaires de l'aide sociale, etc. Cette tension double, écartelée entre un pôle dominant, le haut, et un pôle plus précarisé que soit le bas, et dont on souhaiterait également se distinguer, pourrait ainsi se résumer davantage par un triangle eux, nous, ils. Et dans la thèse, j'ai aussi remarqué que plusieurs de mes enquêtés ES, en France comme au Québec, mobilisaient bien cette conscience sociale triangulaire, s'opposer socialement à la fois à plus haut et plus bas que soi, mais en liant à cette opposition à des formes de contestation des règles de fonctionnement perçues de l'État. C'est pas logique, qui est une citation qui revient souvent dans ces enquêtes de terrain. J'essaie de montrer comment en France, comme au Québec, malgré des systèmes politiques, des États-providence très différents, deux groupes de campeurs aux propriétés sociales comparables, les classes populaires, se représentent de façon proche le monde social et connectent ces oppositions à une même défiance vis-à-vis de l'État. On retrouve ces représentations surtout parmi les campeurs aux positions sociales intermédiaires. Les plus précaires ou les campeurs ayant les trajectoires sociales les plus ascendantes ont des représentations de l'État et du monde social parfois moins bien critiques. Donc, pour dire que ce n'est pas homogène. Mais à la fois, ça illustre bien l'importance de situer socialement les représentations politiques et, par la bande, une autre notion en sciences politiques, celle de la politique du ressentiment. L'idée que des groupes sociaux subalternes ou vulnérables, par exemple en milieu rural dans le Wisconsin dans les travaux de Catherine Kramer, peuvent mobiliser des frontières sociales et raciales pour mettre surtout de l'avant leur sentiment de ne pas recevoir leur juste part. Donc, tout ça pour expliquer le concept de triangulation.
ce que vous voyez à l'écran, c'était comme une première version là, du découpage. Si ça se passe dans un camping, mais pas un camping de la CEPAC. C'est des campings plus, mettons, camping Sainte-Madeleine, où c'est des genres de petits villages de VR, de véhicules récréatifs, ou de gens qui habitent là presque tout l'été et même au-delà. Et Antoine était chercheur, mais était engagé comme sauveteur, comme lifeguard, pour les piscines des différents campings en France et au Québec. Et moi, je trouvais ça super de représenter Antoine comme sur sa chaise de sauveteur, avec cette espèce de poste d'observation qui lui permet évidemment de s'assurer que la baignade se déroule bien, mais qui peut observer justement les gens qu'il souhaite étudier. C'est-tu le bouton triangle ou c'est le bouton... C'est le bouton vert, normalement. Ah, c'est le bouton vert. Ah oui, OK. Ouais, c'est écrit. OK. Donc, ça, c'est peut-être la planche importante. C'est un flash que j'ai eu, puis je tenais à le présenter parce que je trouve que c'est une des possibilités qu'offre la bande dessinée de représenter un concept qui n'est peut-être pas évident à prime abord, mais qu'avec la bande dessinée, ça se fait... du moins en théorie, là, je devrais être en mesure de montrer un peu ce que ça donne plus au final. Mais vous voyez, j'ai découpé la planche où c'est un peu comme des bandes. Donc, dans la case du milieu, c'est nos participants, nos témoins, nos gens qui témoignent de leur place dans la société, on va dire, et qui vont critiquer ceux du haut, donc les élites politiques, financières et compagnie, et ceux du bas, les populations plus marginales. Donc, je trouvais que pour ce découpage-là, je trouvais que c'était assez efficace de représenter, ça montrait bien là, comment les gens se positionnent dans la société. Ça, c'est la 4e page. Là, on n'est pas rendu très loin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, là, ça, c'est où on en est rendu à peu de choses près. Je vais passer vite sur cette planche-là, dans le fond, qui ressemble à l'autre. Là, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. Je voudrais quand même faire des avertissements. Les gens interviewés ont des propos parfois très crus, avec du racisme, du classisme et compagnie. Donc, je veux prévenir. Là. Donc, ça, c'est une première version de la planche et c'est un peu le début du choc de la réalité, si on veut, parce qu'évidemment, les témoignages recueillis sont très, très longs. Donc, il fallait extraire les moments les plus importants, les plus significatifs. Et moi, j'aimais bien la première bulle parce que la femme là, du milieu critique, je ne sais pas si vous vous rappelez là, de la fameuse toilette à Pauline Marois, qui s'était fait installer une toilette silencieuse dans son bureau, ça avait fait un scandale. Puis là, elle parle de ça, puis elle dit, bon, la Marois, là, avec sa toilette à 1000 $, elle va chier pareil dans une toilette à 100 $. Puis c'est nous autres qui la payent, sa toilette. Fait que moi, j'aimais bien, mais vous voyez que l'espace que ça prend, puis le dessin, il devient tout petit. T'sais. Fait que là, je dis, bon, malheureusement, je pense que je vais être obligé de laisser tomber un extrait. Donc là, j'ai juste laissé la Marois avec sa toilette à 1000 $. J'aimais bien l'autre. Je préférais l'autre portion de la citation, mais bon. Mais là, vous voyez, c'est un peu le choc de la réalité où j'ai essayé de garder le concept que j'avais d'abord, mais c'est sûr qu'avec les bulles, ça devient plus chargé un peu. Donc, j'ai l'impression que je vais devoir recours à la couleur pour unifier davantage les colonnes, si on veut, pour qu'on sente bien que qu'il faut lire quasiment de haut en bas, en fait, avant de passer à la seconde colonne et à la 3e. Donc, ça, c'est celle en France. Encore là, c'est il y a quand même beaucoup de textes. Ça ne marche pas aussi bien que ce que j'aurais pensé, de ce que j'aurais souhaité, mais en même temps, il faut quand même que
faut quand même rendre compte des critiques qui sont données. Souvent aussi, on se rend compte que les gens, les critiques des gens prennent racine dans des expériences personnelles qui ont été désagréables. Et qu'ils ont, justement, quand Antoine parlait de politique du ressentiment, on sent que cette expérience désagréable-là les fait devenir très critiques envers les politiciens, la classe politique, mais aussi ceux qui ont l'impression qu'ils pompent les ressources et qu'eux n'ont plus rien. Donc voilà, fait que j'ai très hâte de continuer à travailler sur ces planches-là pour voir si je vais être arrivé. J'ai l'impression que je vais aller à l'ordinateur et probablement que je vais être capable de gagner un petit peu d'espace en utilisant une typographie machine, une typo à l'ordi. Fait que j'ai l'impression que techniquement, je vais peut-être être capable là, d'aller gagner un petit peu d'espace parce que là, ça manque un peu d'air, je trouve. Donc voilà où on en est. Bien, bonjour, je me présente Mélissa Cassu. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques en études féministes, puis mon binôme. Moi, c'est François Sanson-Dunlop. Je ne suis plus étudiant et je suis bédiste. Rapidement, la recherche que j'ai proposée quand j'ai vu l'appel de communication s'intitule « Quand l'antiféministe raconte des histoires ». Puis c'est une recherche qui se base sur des expériences militantes où que j'ai vu que dans des milieux militants, comme dans celui où j'ai été, c'est des milieux militants de gauche, donc il y a vraiment une bonne volonté de ne pas être sexiste, de ne pas reproduire des comportements problématiques. Mais en fait, on observe quand même de l'antiféminisme et des résistances aux revendications féministes. Et elles ne sont jamais articulées de façon ouverte. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que la narration, puis la mise en récit et la performance, c'est une façon de subtilement maintenir des normes très androcentrées. Donc, j'ai écrit cet article-là et quand j'ai vu cet appel, je me suis dit que ça serait intéressant parce que je mobilise des cadres d'analyse qui empruntent à tout l'univers de la narration pour faire de la science politique. Voilà, rapidement pour la recherche. Puis peut-être, François, si tu as envie de parler, finalement, la direction qu'on a prise ensemble. Ouais. Ben, avant, moi, j'étais aussi intéressé par ce sujet, puisque, justement, ça traite des milieux anarchistes. Moi, dans mon dernier livre, j'avais un chapitre où je voulais justement faire m'incruster là-dedans et j'avais dû couper parce que c'était complètement hors sujet. Et là, je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir... c'est justement un milieu qui m'intéresse. Et justement, l'idée on a discuté un peu des approches qu'on pouvait prendre et l'idée justement de partir sur la fiction plutôt que d'aller dans une approche vraiment documentaire. Ce qui était plutôt ce que j'avais en tête au début après avoir lu les documents que Mélissa m'avait envoyés. J'avais vraiment une idée, oui, ça va ressembler à ça sera très documentaire, on va vraiment être autour dans le monde des chercheuses qui sont citées. Et puis finalement, non, je trouve que c'était vraiment mieux de passer par la fiction. Puis, dans le fond, un peu le petit point qu'on a décidé de parler aujourd'hui, c'est comme la dimension politique de la représentation, qui est quand même liée au sujet. Puis en fait, c'est juste pour la petite histoire. En fait, après une formation avec Emmanuel Dufour qui parlait de ses travaux, puis a parlé de l'importance de se positionner par rapport à son sujet, puis de réfléchir c'est quoi l'impact de notre positionnement social sur comment on va représenter, comment on va écrire, comment on va mettre en récit. Et avec François, on fait une rencontre après, et François me dit là, il va falloir que tu parles de ta posture de chercheuse. Et là, j'ai dit oui, OK, oui. Toi aussi, François, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est une recherche féministe. Donc, on s'est quand même posé la question. Puis, finalement, cette discussion-là, on l'a eue tout au cours de la collaboration. Ça veut dire quoi, par exemple, d'être un homme dans une posture d'illustrer, en fait, un projet féministe? Donc, il y a eu beaucoup de discussions super intéressantes. Je ne sais pas si tu veux présenter notre petit cas qu'on présente aujourd'hui. Oui, parce que moi, je me disais... parce que j'ai posé la question, est-ce que tu es à l'aise de travailler, que ce soit dans le fond un homme blanc qui illustre ton travail? Et puis elle m'a dit, non, c'est plutôt, j'ai envie, toi, te poser cette question-là, est-ce que tu es à l'aise? Puis là, je me suis dit, bah oui, parce que c'est ta matière, moi je ne vais pas
Dans le fond, je vais peut-être faire je vais faire de la mise en scène, je vais illustrer, mais je suis d'accord avec tes idées, mais dans le fond, mes propos ne seront pas là. C'est pas ma recherche. Moi, je suis neutre. Mon dessin est neutre. Alors, je pensais que ça... Et alors, non, pas du tout. Non, mon dessin n'est pas neutre du tout. Parce que je me suis dit, moi, je dessine des petits bonhommes, c'est pas très... c'est farfelu, c'est neutre, c'est gentil. Et puis, donc, on a eu une discussion. Et puis, un peu plus tard, je lui dis, j'ai pensé à une idée, ça pourrait être, pas le cover parce qu'il n'y a pas de couverture, mais bon, ça pourrait être avec le titre, j'ai fait un bonhomme. Là, je me suis dit, je vais lui envoyer, mais c'est vraiment de l'humour pourri, elle va dire, non, c'est pas drôle. Donc, j'appuie sur le bouton vert. Donc, je me suis dit, je vais faire un genre de militant qui lance un pavé avec son pénis qui est levé, puis qui crie ACAB. Je trouve ça. Là, je me suis dit, je trouve ça drôle, mais je pense qu'il est 2 heures du matin, c'est pour ça que je trouve ça drôle. Et puis après ça, elle m'a dit, Mélissa m'a répondu, elle a dit, non, il y a un gros problème politique et éthique par rapport à ça. Je m'attendais à, non, c'est pas drôle. J'ai dit, politique et éthique. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être une question du genre, du fait que c'est pas parce que tu es un homme que tu as un pénis, mais finalement, c'était beaucoup plus poussé que ça. En fait, quand j'ai vu l'image, j'étais comme, OK, pourquoi ça fonctionne pas? Puis je me suis posé quand même pas mal de questions. Ce que j'ai dit, en fait, à Françoise, j'étais comme, non, on devrait pas faire ça. Puis je t'expliquerai des raisons esthétiques et politiques. Puis non, j'avais pas envie de l'écrire parce que je me disais, j'arrive pas à dire un truc articulé sur la chose. Je me suis ramassée sur Google Scholar à googler surreprésentation phallique chez les hommes et tout. Et finalement, dans nos discussions, c'est aussi une forme d'empowerment de représenter le pénis. Puis je veux dire, dans notre société, il y en a partout dans les toilettes. Et c'est juste, en fait, de questionner c'est quoi la fonction, en fait, de la représentation ici. Aussi, ça peut être trigger pour certaines personnes. Puis aussi, l'autre, dans nos discussions qu'on avait, tu avais expliqué que tu l'avais représenté comme un homme anarchiste qui se fait diriger par son pénis. Puis, en fait, la centralité de l'organe, souvent, en fait, reproduit des arguments masculinistes qui disent, en fait, les hommes agissent de telle façon à cause de leur pénis. Donc, souvent, c'est des arguments biologisants prônés par les masculinistes. Donc là, on s'est rendu compte que finalement, dans la représentation, il y a des biais ou, il y a disons, des réflexes non réfléchis, mais ça a été vraiment intéressant à le penser ensemble, puis même que finalement, je me suis ramassée à faire pas mal de lectures là-dessus, mais ouais, voilà. Et puis je me disais, mais moi, l'enfant, je me disais, mais il y a le sous-contexte qu'elle ne comprend pas, parce que moi, quand j'étais jeune, je dessinais pas des pénis dans les toilettes, j'ai jamais fait ça, même que la première fois que j'ai dessiné un pénis pour une revue, c'était pour 24 images, on m'a dit 3 fois, non, mais ça ressemble pas à un pénis, ton truc. Et puis là, je me suis dit, donc, c'est pas vrai, je dessine pas de pénis. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que j'ai fait un autre livre qui s'appelle Poulet Gringrin. Et puis là, c'était vraiment moi qui avais mis ça dans le dessin. Le personnage était nu et tu voyais son pénis flasque, comme ça. C'était juste un petit détail. Et là, je me suis rendu compte, oui, c'est vrai, je le fais plus souvent que je crois. Et je me rendais même pas compte de ce que c'était. Donc, c'était vraiment intéressant. Il y a eu plein de discussions comme ça ou de réflexions à partir de cette discussion-là. Mais ça nous a en fait posé, moi, ça m'a forcé à poser la question, c'est quoi la fonction narrative de cette représentation-là? Puis c'est pas des réflexes que j'ai tant que ça, puis en même temps, je le mobilise dans ma recherche, donc c'est vraiment, disons que ça a été genre un apprentissage intéressant. Je sais pas, il nous reste combien de temps? 2 minutes, OK. Ouais. Donc, mais par contre, on s'est là, autant on a réalisé que je me suis rendu compte que j'étais à l'écart sur plein de trucs, sur l'idée de parler d'un enjeu politique, social. Là, on se retrouvait assez facilement. On peut prendre l'exemple où il fallait dessiner le squat. Alors, moi, ce que je connais du squat, j'ai jamais habité dans un squat, j'en ai visité 1 ou 2, mais ce n'est pas des vrais squats. Et c'est plutôt ce que j'ai vu sur Internet, ce que j'ai vu à la télé, ce que j'ai vu dans des documentaires, dans des films. Donc, il fallait donc que je dessine une coquille de squat. Je dis, mais il ressemble à quoi ton squat? Je dis, mais il faudrait que tu me décrives.
Puis finalement, la façon qu'on a décidé de fonctionner ensemble, c'est que je fais une scénarisation. J'avais étudié en cinéma, donc je savais comment faire des scénarios, donc comment en fait décrire une scène juste visuellement, comme comment on prend l'ambiance et tout. Donc j'ai fait une très longue description du squat avec vraiment des éléments. Puis la recherche porte pas sur Calais, mais le milieu militant est à Calais. Puis je voulais qu'il y ait des mini clins d'œil de ce milieu-là. Donc j'avais envoyé cette description-là que François avait mis en checklist, donc il était vraiment... C'est quand même un effort de représenter l'écrit, ouais. Ouais, donc en fond, je me disais, bon, donc il y a la description, moi je l'ai séparée. J'ai dit, bon, ben, je vais faire à chaque fois que je le rajoute dans la pièce, je me fais un checklist. Bon, ça, je l'ai mis dedans, ça, je l'ai mis dedans, ça, je l'ai mis dedans. Et je me suis dit, bon, le squat, ça va être un peu ce que je m'imagine. Donc, j'ai pas d'image, j'ai juste le texte. Donc, je vais faire ce que j'ai vu dans les documentaires sur Arte. Je me suis aussi un peu basé sur un atelier de bande dessinée à Montréal. Je me suis dit, ça fait un peu squat. Et puis j'ai mélangé ça. Et ensuite, ça a donné un peu un genre de squat. Où est Charlie? Ouais. Vous pouvez essayer de trouver la clé et le parchemin. Mais pour moi, en fait, ça a vraiment été une surprise quand j'ai vu ça. Puis c'était le matin. J'étais comme... Ah, c'est vraiment, vraiment très, très accurate. Même la petite table, il y a des éléments, en fait, que je t'avais pas nommés. Donc, je pense que les deux de venir dans un univers quand même politique, ça l'a vraiment aidé esthétiquement. Puis là, en fait, oui, il y a eu des moments qu'on devait vraiment surexpliquer qu'est-ce qu'on doit faire d'un point de vue narratif. Puis d'un autre côté, vraiment, là, évidemment, j'aurais pas pu faire mieux, mais... ouais, c'est vraiment plaisant, puis c'est le fun de voir ces espaces-là être représentés si bien, quand même. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non, mais s'il y a des questions tantôt, moi c'est bon. Notre 10 minutes, il est fait, ouais. Merci. Bonjour, moi c'est Chloé Germain-Terrien. Je travaille sous le nom de Chlolula. Bonjour, moi c'est Isabelle Raffestin. Je suis étudiante au doctorat en travail social à l'UDM. Et en fait, mon sujet de doctoral porte sur les rôles des intervenants sociaux en contexte judiciaire, quand ils accompagnent des personnes criminalisées, des personnes en situation de pauvreté, en contexte judiciaire, qui sont accusées en matière souvent de vol. Et en fait, ce qu'on va vous présenter un petit peu, c'est comment on a travaillé ensemble, d'abord, toutes les deux, comment on a appris à se connaître aussi. Et ensuite, on va aborder vraiment, pour finaliser, 2 points qu'on a entendus un petit peu depuis hier. C'est un petit peu toute la question de l'universalité versus ramener ça à l'individualité. Et aussi, en fait, toute la question des codes. Mais donc, je te laisserai aller, peut-être, si tu veux commencer, puis je vais compléter là, par rapport à comment on a travaillé ensemble. C'est ça, Isabelle m'a parlé un peu de son projet, du rôle de l'intervenante. Moi, c'est un milieu que je connaissais, le milieu de la rue, tout ça, je connaissais un peu, mais le milieu vraiment très particulier de l'intervention en contexte judiciaire, je connaissais pas. Donc, j'avais pas vraiment de représentation visuelle de ça. Elle m'a envoyé sa recherche, puis c'est ça. Alors en fait, je lui ai envoyé de 99 pages, je suis tombée à 15, mais on peut s'entendre que c'est indigeste pour quelqu'un quand c'est pas son sujet. Donc, et en fait, là, moi, à ce moment-là, je me disais, on avait suivi la formation, puis on s'était dit, alors c'est qui notre public cible? J'avais dit, c'est d'abord les gens de la rue, puis en second lieu, j'aimerais que ça soit les intervenants, mais même si la recherche porte sur le point de vue des intervenants, je veux que ça s'adresse vraiment aux personnes de la rue. Et là, en fait, je m'étais dit, moi, une de mes valeurs, c'est la liberté, là, c'est ma valeur fondamentale. Et là, je me disais, je ne veux surtout pas brimer Chloé dans sa créativité. Donc, pour moi, là, je me suis rendu compte qu'avec du recul, que je lui avais donné comme toute la responsabilité, en fait, de ma recherche, en lui donnant 15 pages, en me disant, comme ça, elle va être libre. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'on travaillait en parallèle parce que finalement, je lui donnais pas de jus. Je lui avais donné, je m'étais comme un peu déversée. Et en fait, c'est en discutant ensemble, etc. Et quand Chloé me disait, mais comment tu le vois, ton intervenant? Est-ce que c'est une femme? C'est un homme? Comme tu veux. Et là, en fait, c'est là que je me suis rendu compte, OK, non, là, il faut vraiment que je sois vraiment partie prenante. Donc, vas-y, ouais. Non, j'allais dire aussi, au début, par contrainte de temps, on n'était pas dans la même ville aussi. Donc, on a commencé le travail plus en parallèle. Puis c'est vraiment quand on s'est rencontrés, quand on s'est rencontrés par Zoom, là, que là, justement, il y a ça qui a émergé d'une de nos discussions.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, de mon côté, à un moment donné, quand je me suis dit, je vais aller m'impliquer plus, là, bon, je faisais des bonhommes allumettes, on s'entend, moi, je suis vraiment nulle en dessin. Et donc, en fait, c'est ça, mais j'avais comme créé un petit peu, et je me suis rendu compte que de la BD à la recherche, au milieu, depuis hier, on en parle, il y a la scénarisation, et finalement, on s'est retrouvés au niveau de la scénarisation. Alors moi, j'avais comme mon idée, mais je lui racontais, je lui ai jamais montré ce que j'ai fait, il valait mieux pas. Et en fait, c'est elle qui l'a imaginé. Donc, mais c'est ça, fallait comme qu'on crée notre langage commun là, pour utiliser la métaphore des couleurs qui est aussi très présente dans notre bande dessinée. Disons qu'elle, son langage, c'est rouge, la recherche, moi, c'est jaune. Ben là, il fallait pas que ce soit rouge et jaune en parallèle, mais on a fait comme du orange ensemble. C'est ça. Puis, en fait, on va revenir au code couleur tout à l'heure. Mais d'ailleurs, ça, on vous a montré la première planche. Voilà ce que ça donne. Ce qui a beaucoup aidé dans notre cas, c'est que, en fait, sur 4 planches, il y en avait déjà 3 qui étaient déjà très. Ce que j'ai proposé à Chloé, c'est vraiment les profils types. En fait, donc c'est des données préliminaires de 3 types d'intervenants qui sont vraiment très. C'est vraiment très illustré, là, donc cliché même, je dirais. Alors des fois, je disais à Chloé, voilà, moi, par exemple, l'humaniste, c'est la personne qui a le bras sur l'épaule de la personne, l'intervenant qui a le bras sur la personne, qui lui offre un café, etc. Et donc, en fait, Chloé l'a vraiment mis en dessin, en fait, à partir des éléments clés, ou clichés, en fait, des fois que je pouvais donner aussi, là. Mais c'est ça, fallait. Fait que là, le mandat, c'était de faire 4 pages. On avait 3 postures d'intervenants, donc c'était assez simple de dire, on va faire 1 page par posture. Puis pour que ça soit très clair, j'ai proposé que chaque posture ait sa couleur. Mais il fallait aussi qu'on différencie, qu'on trouve comme des façons de comprendre leur façon d'intervenir. Puis, justement, là, c'est vraiment en parlant. Toi, tu avais tes images. Moi, ça faisait écho à des façons de le représenter. Donc, par exemple, la prochaine, ça, c'est le pragmatique. Fait que là, on voit, disons, la première case, il y a un bureau entre l'intervenante et la personne qu'elle aide. Donc, tandis qu'à l'autre, il était sur un banc de parc puis il partageait un café. Donc, tout de suite, on voit que c'est pas la même dynamique. Puis en tout cas, c'est ça. Et en fait, la différence, c'est que l'humaniste est vraiment, pour vous éclairer, c'est un intervenant qui est tourné vraiment vers la personne. Le pragmatique, lui, est vraiment tourné vers l'intervention. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus formel. Puis après, on a le troisième qui est l'intervenant critique, qui est beaucoup plus tourné vers les droits. Et moi, je disais à Chloé, pour moi, les droits, c'est avec les pancartes, mais c'est le rouge aussi, etc. Donc on s'entend qu'on est dans des images mentales vraiment très basiques, là, mais en même temps qui parle à tout le monde, en fait, en général. Et surtout que Chloé, elle aime beaucoup travailler la couleur, tu sais, donc c'est sûr que ça a aidé beaucoup, tu sais. Oui, puis c'est ça, nous, on voulait vraiment aussi que ça soit facile à comprendre parce que, on s'adressait justement à des gens de la rue, tu sais, ça allait être accroché, là, fait qu'il fallait pas que ça soit trop compliqué, puis ça a été quand même facile à faire. Là. À découper, puis... Oui, parce que tu n'étais pas dans les grosses théories. On s'est dit, on va vraiment dans le concret. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est que moi, je suis à la base intervenante sociale et je me sens des fois un peu imposteur en posture de chercheur. Et j'ai ma directrice de thèse qui est dans la salle et moi, je l'assume complètement. Et je pense que ça a aidé aussi, en fait, le fait que, justement, je ne sois pas dans « il faut absolument dire ça », etc. Là, donc, on se retrouvait beaucoup là-dedans. Et puis, malgré les clichés qu'on amène, la recherche, ce qu'elle montre, c'est aussi qu'un intervenant n'est pas seulement une couleur. Et on s'est dit, on va faire une 5e planche aussi. Et ça, c'est vraiment Chloé qui l'a amené en disant, mais on pourrait faire un intervenant, mais avec toutes les couleurs, avec le mélange des couleurs. Donc, en fait, pour en arriver à... Mais pas brun, là. C'est bien de le préciser. Mais par exemple, c'est ça, plus de rouge, ou alors plus de vert, parce que justement, on a pris les couleurs primaires et tout ça. Donc, en tout cas, on va jouer aussi avec les codes couleurs, mais on va revenir tout à l'heure dessus, là. Puis, c'est ça, juste pour peut-être parler là, des cas, ou en tout cas de certains enjeux qu'on a eus. Disons, on avait 3 pages qui étaient très claires, les postures, mais là, il nous manquait notre première page, comment le présenter, comment l'amener. Puis ça, on l'a modifié peut-être 15 fois. Là, on a passé par plein de possibilités. Puis, comme on était vraiment dans raconter une histoire, donc aussi, c'est aussi une fiction... Fiction basée sur le réel. On voulait rester dans ce ton-là, mais ça a été quand même tout un défi là, de trouver comment l'amener.
Puis justement, on a le. Ah oui. En fait, on a voilà ce que ça donne le début. On a même voilà, en fait, ça serait ça la première page. Et ça, justement, ça va m'amener peut-être au point sur l'universalité. Mais déjà, en fait, bon, vous voyez, on s'est dit, et ça, c'est vraiment encore une fois Chloé qui a dit, je verrais bien des pictogrammes. Mais avant ça, on était vraiment dans une histoire jusqu'à ce que deux de nos au début. Ah non, mais je sais pas si je vais voler le punch, mais on voulait montrer quelqu'un qui volait quelque chose. Mais là, finalement, on le montrait qu'il volait, puis on montrait qu'il se faisait arrêter. Puis là, finalement, c'était un peu ennuyant. C'était un peu pré-mâché. Fait que là, on se disait, comment on peut l'amener, mais que ça soit intéressant. Là, d'où l'idée, justement, des pictogrammes. Puis on s'est dit, les gens vont faire le lien. C'est ça. Puis en fait, ce qui arrive, c'est on a eu 2 des formateurs qui sont arrivés à notre table et déjà qu'on dit pourquoi vous mettez pas ça d'abord. Alors là, en plus, moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que je faisais vraiment un parallèle avec la recherche. C'est que des fois, on regarde une même chose, mais à un moment donné, il suffit que quelqu'un nous amène un autre. On regarde toujours la même chose, mais sous un autre prisme. Et on se disait, oui, si la case numéro 4, on l'amène en premier, on raconte la même histoire, mais différemment. Et moi, depuis 2 jours, j'arrête pas de faire des parallèles entre la recherche et la BD, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose là. Et justement, en fait, et là, je vais arriver à l'universalité, j'ai pu le dire, mais c'est comment, justement, en recherche, on essaie, moi, il y avait quand même 22 entrevues d'intervenants sociaux, là, et comment de quelque chose qu'on essaie on essaie d'être le plus global possible, là, parce que nous, c'est pas une étude de cas, c'est vraiment 22 intervenants, et comment, justement, on ramène ça en une image, mais qui peut parler à tout le monde. Donc, en fait, il y a tout ce côté-là de toujours le jeu entre le personnel, enfin l'individuel versus l'universel. Donc ça, on est toujours un petit peu là-dedans, mais on s'est vraiment bien retrouvé avec Chloé. Puis l'autre, le dernier point, c'est au niveau de nos codes. Justement, vous voyez, il y a une banane, en fait. Et ça, encore une fois, là, ça a été... je ne sais pas si tu veux raconter l'histoire de la banane. Parce que, c'est ça l'idée, on parle de gens qui commettent des petits crimes, petits méfaits de nécessité. Puis donc, le vol de nourriture. Donc, un symbole, ça pourrait être, en tout cas, moi, personnellement, mais je sais que je n'étais pas la seule à penser ça, tu voles une pomme. Donc, l'idée, OK, ça va être une pomme. Puis là, Isabelle a dit, non, une pomme, ça ne marche pas. En fait, c'est ça, parce que, donc, d'où le pictogramme, la banane, parce qu'au début, c'était la personne qui vole la banane, mais finalement, on s'est dit, on va faire confiance justement à l'intelligence de la personne qui lit, donc on va y aller avec une banane, police, promesse de comparaître, ça veut dire quoi? Mais c'est tout de suite, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis je disais, mais non, la pomme, puis c'est vrai qu'on a eu plusieurs personnes qui nous a dit, vol égale pomme. Et moi, je disais, oui, mais pour les gens de la rue, ils n'ont pas de dents, la plupart. Enfin, il n'y en a pas tous, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de dents. Donc, si ça s'adresse aux personnes de la rue, qu'on met une pomme, là, je ne suis pas sûre que ça va leur parler aussi. Donc, et là, Chloé a dit, une banane. Une banane, ça marche, là. Et donc, d'où la fameuse histoire de la banane. Mais comme quoi, aussi, des fois, nos codes, en fait, aussi bien de la BD, ou qui pourrait, moi aussi, mon code de « on vole une pomme », là, même Brassens le chantait. Mais en même temps, c'est ça. Il faut aussi se ramener à la réalité, à qui on s'adresse aussi. Puis ça, Chloé, elle a été super bonne, des fois en me disant, attends, mais à qui on s'adresse? Aux personnes de la rue. OK, c'est vrai, donc on va aller là. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait tellement de directions qu'on aurait pu prendre, fait que là, on essaie de se ramener. Puis aussi, je pense que les deux, on a un petit peu la même vision ou la même envie, là. Les deux, on a comme un parcours de militantisme, donc... moi, personnellement, la bande dessinée, je le fais pour raconter des histoires, mais j'ai aussi envie que ça serve un propos, d'avoir un impact, de toucher les gens. Fait que c'est sans tomber dans le moralisme, là, mais tu sais que... au moins dénoncer quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bonjour tout le monde. C'est quoi déjà, juste avant qu'on commence, ça va Qu'est-ce qui fait que ça va sauter? C'est le vert, le plus gros. Okay. Alors, bonjour tout le monde, c'est Karina Soucy, je suis candidate au doctorat en sociologie à l'Université Laval. Moi, c'est Mireille Saint-Pierre, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Alors, notre rencontre, Mireille et moi, ça a été assez intéressant parce qu'en fait, lorsque nous avons été jumelés, en fait, moi, je connaissais le travail de Mireille. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est que dans notre collaboration, moi, très tôt, lorsqu'on est arrivé, il y avait l'idée de la reconnaissance de l'expertise de l'autre. En fait, donc, pour moi, ça allait de soi que je n'allais pas indiquer
à Mireille ce qu'elle devait faire. Hein. Il y a peut-être le rapport à la liberté ici. Mais moi, c'est vraiment dans un rapport où... En fait, je réalise que c'est pas tant seulement ton expertise que ton approche. C'est-à-dire que comme j'appréciais ce qu'elle faisait visuellement, moi, je me disais, mais c'est extraordinaire parce que en lui parlant de mon projet de recherche, je sentais que c'est un objet hybride qui allait émerger de cela. Donc, moi, je vous dirais que, comparativement à ce que vous évoquez, par rapport à qui on s'adresse, on sait assez peu poser cette question-là. Donc, la question était davantage, voici mon objet de recherche. Donc, moi, je m'intéresse à l'objet rural dans une perspective contemporaine. Donc, je questionne cet objet-là aujourd'hui à partir d'une enquête terrain que j'ai menée auprès de femmes qui habitent au Kamouraska, qui sont nées ou non. Donc, ce qui m'intéressait, en fait, c'est en quelque sorte l'ordinaire de la ruralité, cette ruralité qui est moins représentée, en fait, ou qui est surreprésentée d'une certaine manière. Donc, d'où l'usage des stéréotypes ruraux. Donc, je vais laisser Mireille évoquer comment elle a reçu, en fait, ce projet-là. Mais déjà, vous devinez que si mon sujet aborde la question des stéréotypes, lorsqu'il est question de mise en image, bien là, c'était de s'assurer qu'on n'était pas en train de reconduire, en fait, certains stéréotypes. Ouais. Donc, lorsque tu as reçu ça, comment tu as réagi? Pas attendre. Bien, je pense que j'ai réagi exactement comme je viens de réagir. J'étais juste comme... Ah, OK. Beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Pour décrire des choses qui sont très intuitives, qui sont très subtiles. Puis je comprends aussi que la sociologie, c'est ça. C'est qu'on va faire sortir un fleuve de mots pour être sûr de vraiment bien capter genre, nos intentions, puis qu'on n'ait rien manqué. Puis là, c'est là que je trouvais ça vraiment le fun avec Karina. C'est que dans le fond, elle me faisait son fleuve de mots. Là, je suis comme, OK, c'est ça que tu veux dire? Puis là, elle était comme, ouais. Puis là, je prenais ça, puis j'interprétais ensuite. D'ailleurs, ça a commencé par un scénario, un manuscrit, puis ensuite, on a assez rapidement été dans les planches. Puis elle s'est vraiment jetée dans le vide. Elle a fait comme, OK, tu me confirmes que tu as compris où ce que je voulais en venir? Je te laisse faire tes planches. Puis pour la petite anecdote, en fait, parce que je pense que ça peut intéresser notre quatuor d'organisateurs, organisatrices, mais à un certain moment, je crois que c'est après la deuxième formation, alors Mireille et moi, bonne élève, on constate que les autres binômes ont l'air plus avancés que nous. Donc là, on fait, est-ce qu'on devait travailler davantage? Donc nous, ça nous a en quelque sorte fouettés. C'est ce qui fait que lorsqu'on est arrivé mercredi, on était peut-être un des binômes les plus avancés. Parce que là, nous, au mois d'avril, on s'est rencontrés à distance, on a fait des périodes de travail, on a vraiment avancé parce qu'on disait, mais on devrait vraiment être avoir progressé dans notre parcours. Puis en fait, on est heureuse de ça parce que ce que ça a fait, c'est que lorsqu'on est arrivé ici, on a pu être dans le fine-tuning. Oui, j'ai pu faire des commentaires comme là, ici, la personne a l'air un peu irritée, mais dans les faits, la personne que j'ai rencontrée sur le terrain était plutôt de bonne humeur lorsqu'elle me parlait de cet élément-là. On pourrait peut-être juste... On était plus dans la nuance comme ça. Ouais. Puis même chose aussi, tu sais, il y a aussi l'idée de contrainte, de dire qu'on nous avait exigé 4 planches, puis nous, on a fait comme, ça va être 4 planches. Donc, à partir de ce constat-là, il fallait faire des choix, bien sûr. Tu sais, comme par exemple, je disais à Karina, à un moment donné, je faisais mes recherches visuelles, puis Kamouraska, tu sais, genre moi, je viens de Rimouski, fait que je passais par là. Puis je disais, OK, est-ce que je vais faire de la recherche sur le terrain? Est-ce qu'on va voir reconnaître un coin de rue? Notre protagoniste, quel genre de voiture qu'elle conduit? C'est quoi son genre de maison? Puis j'étais comme, non, on a 4 pages. Ce ne sera pas possible. Si c'était un livre en tant que tel, puis qu'on allait vraiment loin, puis qu'on allait décortiquer tous les points de la recherche de Karina, là, on serait allé jusque-là. Mais là, à cause qu'il fallait être concis, il y a beaucoup de détails que c'est ça qui ne sont pas détaillés. Un autre élément qu'on évoquait par rapport à notre collaboration, c'est qu'on constatait qu'on allait valider souvent le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que souvent, moi, j'allais valider avec Mireille, est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est clair? Puis Mireille me posait souvent la question, est-ce que ça te convient? Et lorsqu'on disait non, parce que c'est arrivé, et là, donc, je disais à Mireille, hey, on pourrait peut-être faire ça. Puis là, elle me disait, non. Et là, c'était, il n'y en avait plus de discussion. Elle voulait mettre des notes bas de page en bas des planches. C'est un petit fantasme de chercheuse, ça. Non, mais on parlait de nos codes, en fait. On parlait de nos codes, puis on a réalisé qu'en fait, c'est qu'on a créé une confiance qui était suffisamment grande pour savoir qu'on embarquait dans l'histoire de l'autre, mais que l'autre, lorsqu'elle disait non, ça, c'est pas possible, on disait, c'est vrai, c'est pas de la fermeture, c'est que ça se peut pas en fonction des codes de l'autre personne, ça se peut pas en fonction de ses référents. Donc, il y avait comme quelque chose aussi par rapport à ça, je pense, qui a facilité la collaboration. L'autre élément, c'est qu'il faut voir que nous, notre scénario, très rapidement, comment il a été monté, c'est que lorsque je parlais à Mireille, elle me disait, mais
pourquoi tu as fait ça, cette recherche-là? Qu'est-ce qui t'intéressait? Et ben moi, je lui ai raconté, j'avais l'impression que, en fait, tu en parlais ce matin, quand tu parlais de la petite Russie, puis tu disais, tu sais, les femmes, ils n'étaient pas là. Ben moi, c'était vraiment une de mes intuitions en disant, dans le fond, c'est que si on ne s'intéresse pas aux femmes, le groupe de référents est de fait les hommes. Donc, j'ai décidé de faire une recherche sur les femmes pour qu'elles soient visibilisées. Elles ne sont pas simplement là. En fait, j'ai théorisé, en fait, l'objet rural à partir de l'expérience des femmes, mais le fait, lorsque Mireille me pose la question en disant, voici pourquoi. Et puis, je lui disais, écoute, je vais sortir des extraits de mes entrevues. Je pense que ça va peut-être te parler davantage. Puis, il y a une des femmes que j'ai rencontrées, à qui je posais comme question, en fait, j'ouvrais mes entretiens comme ça, pourquoi vous avez accepté de me rencontrer? Et il y a une des femmes qui m'a dit, écoute, elle dit, j'ai entendu à la radio qu'il y avait une chercheuse qui voulait faire un terrain sur les femmes d'ici, puis aussi qui était née ici. Et pas simplement, mais aussi, elle dit, je me dis, pourquoi on s'intéresse à nous? Elle dit juste ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et lorsque j'ai dit ça à Mireille, ça t'a ému, en fait. Fait que c'est là qu'on s'est dit que, dans le fond, les 4 planches, ça allait être une prémisse, une introduction à la recherche de Karina. C'est juste comme un avant-goût, c'est juste comme piquer la curiosité pour en savoir davantage sur sa recherche plutôt que de vouloir absolument la traduire dans son intégrité. Tu sais. Ce qui fait que la femme qu'on suit, en fait, notre personnage principal, dans le fond, c'est quelqu'un qui porte le savoir. C'est-à-dire qu'elle existe déjà dans sa propre existence, dans son propre vécu. Elle a son expérience, elle a ses savoirs. Puis en même temps, elle se retrouve, dans la première planche, tantôt, vous voyez, elle se retrouve face à une publicité sur l'idéal du Kamouraska, puis elle se moque un peu de ça en disant, oui, évidemment, c'est comme ça qu'on présente. On présente le Kamouraska, puis en même temps, elle est dans ses propres tensions, dans ses propres représentations. C'est-à-dire, voyons, on n'est pas toutes des fermières, mais il y en a quand même. C'est-à-dire qu'on est un peu toujours coincé dans le monde rural avec ces tensions-là, mais l'idée, c'était qu'elle soit dans son dialogue intérieur. Donc, moi, je vous dirais que comme chercheuse, c'est aussi le pari que j'ai pris en disant, parfait, moi, je n'arriverai pas avec mon cadre théorique sur la production de l'autre. Je n'arriverai pas avec mon cadre théorique sur les frontières de valeur. On va vraiment s'inscrire dans la quotidienneté. Peut-être l'autre défi qu'on a rencontré, c'était par rapport justement lorsqu'on a réalisé qu'on était peut-être en train nous-mêmes de tomber dans le piège d'une survalorisation dans les 2 planches. Ce qu'il faut dire aussi, c'est un hasard, mais que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi dans la création des binômes, c'est qu'on vient tous les 2 de la même région. Fait qu'il y a beaucoup de choses que Karina n'était pas obligée de m'expliquer. J'étais comme, je sais de quoi ça a l'air, je sais c'est quoi, genre, comment on se sent quand on roule à Kamouraska. Fait que... Puis là, dans le fond, dans les planches 2 et 3, ce qu'on a réalisé hier, c'est qu'on regardait nos planches. C'est ça, continue. Puis là, on disait, il me semble qu'ils ont l'air vraiment heureux. Peut-être un peu trop. C'était du stock photo, là. Oui. C'était vraiment quétaine. C'était quétaine. Puis là, comme là, il faut racheter un... Puis là, on se demandait comment faire pour sentir cette tension-là entre... Parce qu'en fait, un de mes chapitres est sur l'usage de l'idéal, mais l'usage de soi, comment cet idéal rural finit par être mobilisé comme stratégie identitaire chez les femmes. Donc, il y a une tension même entre elles, comment elles se représentent, dans le fond, un peu de manière fantasmée. Ah oui, moi, je travaille manuellement, je fais mes conserves, je fais ça, mais que dans les faits, t'as-tu fait comme 25 conserves ou t'en as fait 2, mais que dans les faits, tu utilises cette stratégie-là de la même manière, en fait. Ça répond aux mêmes besoins. Puis là, Mireille, elle a retravaillé, en fait, en quelque sorte, des scènes en disant, là, l'enfant, il va peut-être être un peu moins souriant lorsqu'il est en train de faire son jardin. Au début, il était comme à genoux à côté d'elle, en train de l'aider à planter sa laitue. C'est comme, non, c'est pas ça, tu sais, c'est le fantasme. Tu sais, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Puis un autre élément que j'aimerais souligner, qui est vraiment une super belle trouvaille de Mireille, c'est vraiment l'utilisation de la route, en fait. On a en quelque sorte, là, moi je suis vraiment une néophyte, mais on a sauvé une case, en fait, en utilisant la route de cette manière-là, qui nous permettait, en fait, de voir le chemin qui était parcouru par la femme le matin, qui se dirige tranquillement dans son dialogue intérieur. Elle pense aux gens la diversité des trajectoires, des histoires de vie, des récits qui parcourent un petit territoire, dans le fond, mais qu'à travers ça, il y a plein d'éléments. Donc, moi, c'est un objet qui n'est pas en soi, c'est un objet qui est indépendant, c'est une histoire qu'on raconte, mais c'est un objet aussi qui pourrait être utilisé davantage, où on pourrait l'utiliser pour réfléchir, dans le fond, des éléments théoriques, mais qui ne présentent pas, en fait, le cadre théorique, en fait. Ouais. Et puis, est-ce qu'on va vers...
Ah oui, on a fait une dernière planche. Ouais. Là, on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui, je pense que c'est un cadeau pour vous tous. Ouais. Alors là, il y a un matin, oui. hier midi, le premier midi, j'ai dit hey, Mireille, j'ai une idée. On pourrait peut-être faire une mise en abîme où je suis en train de présenter des trucs parce que Mireille a dit je pourrais peut-être te laisser de la place pour écrire. Et là, Mireille nous a représenté. Puis si vous regardez la photo là, qui est utilisée depuis 2 jours, vous remarquerez qu'il y a 2 personnes on est dans la même posture. Vraiment dans la même posture, en fait. Donc, Mireille m'a offert, elle dit, je pense que je vais te laisser une planche qui va être un annexe, puis qui va vraiment nous représenter dans nos discussions. Puis elle dit, sérieux, elle dit, écris ce que tu veux. Je te donne une demi-page, puis tu écris ce que tu veux. Puis là, on voit ici que moi qui dis, ben c'est super ça, Mireille, mais j'aimerais ça préciser. Puis là, Mireille qui répond. Ça fait vraiment beaucoup de mots, ça, Karina. Parce que, ouais, c'est ça. Voilà. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de vous être prêtés à cet exercice et pour tout ce travail, surtout que c'était, comme vous l'avez dit, dans un cadre contraint de 4 planches. Et je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas, de voir comment vous êtes tous et toutes saisis différemment de cette règle des 4 planches, que ce soit pour viser un public particulier. Jordan aussi, par exemple, dans ton cas, de vouloir faire connaître ce métier aussi que tu connaissais de l'intérieur, ou de vouloir définir un concept, ou de se poser des questions hyper réflexives sur vos 2 places aussi, sur les planches, ou de penser ce lien des codes couleurs. Et voilà, je trouve que ça montre vraiment tout ce qu'on essaye de montrer en fait, depuis le début dans ce colloque, sur toutes les manières de faire en fait, et de vivre cette collaboration. Donc un gros merci pour ça. Et puis je trouve que ça rejoignait aussi un point dont on avait discuté hier, où on a parlé notamment avec Lisa du fait d'avoir aussi dans l'idéal une collaboration dès le début sur un terrain de recherche et d'y aller ensemble, chose qu'on n'a pas pu faire pour différentes contraintes. Mais qui justement peuvent aussi avoir des passerelles. Par exemple, Karina et Mireille, quand vous venez un peu du même endroit, où je t'avais entendu dire aussi, Mireille, que tu voyais aussi tout de suite certains aspects dont parlait Karina, ou alors Jordan, qui connaît aussi ce métier, et quand ce n'est pas le cas, de voir que c'est aussi possible de trouver un langage commun, en fait, même quand on ne va pas tous les deux et toutes les deux sur le terrain. Voilà, moi je ne veux pas en dire plus, parce que je voudrais qu'on laisse du temps aussi pour les questions. Et donc, je vous invite, je vois une main qui se lève, Nicolas. C'est vraiment très bref. J'aimerais juste savoir si on peut voir les autres, parce qu'il y a des binômes qui n'ont pas présenté. Est-ce qu'on peut voir les... Alors là, on n'a pas... C'était les binômes qui présentaient, qui nous ont envoyé leur travail. Voilà. Je me souviens, quand on est arrivé dans le colloque hier, il y avait un truc qui tournait avec plein de... Ouais, ça, on peut vous le montrer. Bon, c'était juste par curiosité, mais merci pour vos témoignages. Les binômes veulent... Les binômes qu'on n'a pas souhaité présenter aujourd'hui, qui ont envie d'intervenir aussi ou de rebondir sur ce qu'ont dit vos collègues, ou si ça fait écho, je vous invite à le faire. Merci beaucoup. Je fais partie d'un binôme. Moi, j'ai été matchée avec un BDI qui ne connaissait pas du tout le milieu dans lequel je l'ai entraîné. Moi, je travaille sur le milieu carcéral et je souhaitais porter en BD un projet qui parlait justement de l'expérience de personnes qui ont un être cher, une personne incarcérée, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est une expérience qui se ressent dans les différents aspects de sa vie, et bien sûr, la première visite en prison, la confrontation au milieu carcéral. Donc j'ai été matchée avec un BDiste qui ne connaissait pas du tout le milieu, donc on a dû se rencontrer, mais pour moi c'était un bel effort justement de voir les questions qu'il avait par rapport à mon objet d'étude, et bien sûr des choses qui étaient évidentes pour moi, qui ne l'étaient pas pour lui. Donc, on a pu engager un dialogue qui, c'est vrai, n'a pu se faire que dès le moment où on a été face à face. À distance, c'est difficile de faire ce genre de collaboration. Je pense que ça vaut vraiment le coup de se réunir en face à face autour d'un café ou discuter pour avoir cette création commune. Moi, ce que je voulais partager, c'est justement, moi, cet exercice-là m'a vraiment poussée à réfléchir à comment... même j'exprime mes idées en tant que chercheur, comment je réfléchis à mon objet d'étude et l'importance des mots. On en parle depuis plusieurs jours, donc ouais, ça c'est une première ébauche de la première planche qu'on a travaillée.
Et pour finalement se rendre compte que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Et pour moi, qui fais des études qualitatives, c'est un choc, un bouleversement. Moi, c'est vrai que j'avais l'idée, et au début, Julien, je lui ai envoyé des grands verbatims d'entrevue que je trouvais fantastiques, et je pensais que ça allait l'inspirer. Puis finalement, on a fait un choix de faire une BD muette. Et ça a été un deuil pour moi de dire, non, j'abandonne mes entrevues. Puis j'avais un dilemme de me dire, je suis en train aussi d'abandonner la voix de mes participants qui m'ont donné leur voix. Puis finalement, je ne leur donne pas une place. Donc j'ai trouvé ça assez bouleversant. Mais une fois que j'ai fait mon deuil, de dire, OK, je ne vais pas leur mettre une parole. On va quand même avoir un parcours où dans la BD, on suit un personnage. C'est bien sûr personnifié. Il y a une mère de personnes incarcérées, puis on va la suivre sur son parcours. Mais que ce n'est pas à travers les mots qu'on va faire passer les émotions de son vécu, ce qu'elle est en train de vivre quand le garde lui parle bêtement à l'entrée, quand elle est en train de faire ses comptes et de voir qu'elle va devoir lui dire de ne plus appeler parce que la facture, c'est 1000 pièces. On n'avait pas besoin des mots. Alors quand même, il a été gentil. Julien, il a dit, je pense qu'il y a des choses que tu as besoin d'expliquer, surtout à des gens qui ne connaissent pas le milieu carcéral. Donc, il m'a dit, là, il y a des choses quand même qu'il y a besoin. Donc, il m'a fait des petits blocs narratifs. J'ai eu 2 blocs ou 3 blocs narratifs par planche où j'ai pu pas expliquer ce qu'on voyait dans la BD. On a fait le choix d'avoir un décalage. Donc, c'est un peu plus l'ajout de l'expert pour mieux comprendre le contexte, mieux comprendre j'ai envie de dire les éléments analytiques. Mais c'est vrai que moi aussi, je n'ai pas mis du tout de cadre théorique ou d'éléments comme ça. Donc, rajouter quelque chose qui est en décalage. Donc, c'est vrai que nos blocs narratifs ne reprennent pas du tout l'image, mais se posent en décalé sur la problématique, sur comment ça permet de faire une montée en généralité aussi, parce que c'est plus Madame Monique là, qui prend sa voiture et qui va au pénitencier. Mon bloc narratif permet d'apporter une certaine validité scientifique et généralisation à ce qui est vécu comme problématique par cette population-là. Donc, pour moi, ça a été ça un peu la découverte ces derniers jours, de dire, en tant que chercheur, on est toujours en train de pleurer. « J'ai juste 8500 mots pour cet article, j'aimerais tellement en avoir beaucoup plus. » Mais non, on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Et quand, à travers l'image, il a réussi à traduire une ambiance, il a réussi à traduire des émotions, des expressions. Et ça, c'était très enrichissant pour moi. C'est tout ce que je voulais partager. Bonjour, je m'appelle Sénour et j'ai eu la chance, l'opportunité de participer à ce projet. Je suis étudiante à la maîtrise et avec Jenny, qui est juste là. Lève la main, Jenny, comme ça on va quitter. Merci. J'ai eu tellement de chance de travailler avec Jenny. En fait, je ne sais plus ce que je voulais partager. Je pense qu'en tant qu'étudiante, vraiment, déjà, on va dire, très, très chercheuse en apprentissage, ça a été une expérience assez incroyable avec Jenny aussi. Notre sujet, là, c'est sur l'immigration. Puis c'était un petit travail que j'avais fait en fin de bac sur les différentes difficultés que les familles migrantes arrivées à Québec rencontrent, puis comment les organismes communautaires peuvent les soutenir ou non. En fait, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était la 2e page. On a mis beaucoup de temps avec Jenny à décider notre trame narrative, comment on raconte, quel angle on prend, etc. Et je trouvais que c'était intéressant parce que spontanément, là où ça a débloqué, c'est qu'on a décidé de me mettre en scène. Et c'est très étrange parce que hier, Pierre, quand tu nous as dit « Ah, mais c'est intéressant, vous êtes les seuls à avoir fait ça », je me suis dit, c'est incroyable parce que je me sens la personne la moins légitime de me mettre en scène, puis d'assumer aussi, en fait, de m'assumer moi en tant que chercheuse sur ces pages-là. Et bref, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est comme si en expliquant toute la réflexion, la manière dont j'avais décidé, j'avais réfléchi à comment interpréter tous les témoignages là, que j'avais recueillis et puis les analyser. C'était ça qui permettait, et puis c'est ça. Du coup, je pense que je vais laisser la parole à Jenny. Je pense qu'elle va compléter. T'as envie? Merci. Que dire? Oui, ça a été tout un voyage avec Sénour, surtout que je pense que toutes les deux, on arrivait dans ce projet, on s'est senti un peu imposteurs,
Senour se sentait pas être chercheur et moi, j'étais quand même, moi je fais du cinéma d'animation, est-ce que je peux vraiment dire que je fais de la BD? Bon, je connais les codes, mais on a vraiment fait tout un voyage, puis les autres binômes, les formateurs nous ont beaucoup aidés là-dedans parce que j'ai fait le voyage en fait avec Senour, de l'amener jusqu'au monde de la BD, parce qu'au début, elle se posait des questions sur tout, là, mais est-ce que je suis légitime de me représenter? Là, on ne savait pas comment représenter les gens qui avaient participé à la recherche, puis là, c'était des immigrants, on voulait pas... Moi j'avais vraiment peur de rentrer dans les stéréotypes, et... Puis là, c'est une recherche qui a eu lieu il y a assez longtemps, fait que même Senour, elle ne se rappelait plus vraiment de leur tête, non, je pense. Mais c'est ça. Puis il y a eu un moment, en fait, la dernière formation, même je pense qu'on a vu le travail des autres, puis là, on était comme, ah non, on est les seuls à mettre en scène la recherche, peut-être qu'on a tout faux, on s'est vraiment tout questionné, on a refait plein de scénarios, puis au bout d'un moment, on a juste pris confiance, puis on était comme, ah non, nous, on sait ce qu'on veut dire, puis on avait bien réfléchi de notre affaire, on a vraiment pris confiance dans cette posture-là. Et Senour a enfin décidé que je la dessine. Et à partir de là, ça a été vraiment le fun. Puis on a trouvé nos petites manières de... je l'ai envoyé espionner sur Facebook pour trouver des gens qui pourraient ressembler aux participants, pour être sûr. Alors c'est ça, finalement, c'est une vraiment belle expérience. Puis... on a passé la frontière ensemble. Merci. Que dire de plus? Merci beaucoup. Et moi, ça me stresse de parler au micro, donc c'est difficile. Non, moi, j'aimerais juste parler des choix qu'on a dû faire tout au long de ces multiples rencontres qu'on a eues, parce que j'ai la chance d'être avec Delphi. Nous, on fait une BD sur l'archéologie, en particulier mon projet de maîtrise qui est sur un site archéologique dans Limoilou. Puis moi, je suis partie dans ce projet-là avec les BDistes, tout simplement à cause que l'archéologie, tu peux l'imaginer tellement bien en bande dessinée. Tu as des images, tu as des représentations déjà de femmes dans leurs robes qui soutiennent déjà leur enfant. Elles existent déjà, ces images-là, donc tu peux tout simplement les mettre en scène facilement d'un point de vue narratif. Puis c'est ça, mais c'est tellement éparse parce que là, lors de notre première discussion avec Delphi, on a réalisé que même juste parler de l'archéologie, c'était un sujet en soi. On avait envie de dessiner Indiana Jones et Lara Croft et autres. Puis ça fait, en tout cas, tout ça pour dire que ça a été vraiment une série de choix successifs et de moi qui rappelle, mais j'aimerais quand même ça qu'on parle un peu de mon projet de maîtrise un tout petit peu. Donc c'est ça, ça a été un très bel échange et sincèrement une très belle rencontre aussi. Je pense on est très fiers du résultat, même s'il n'est pas terminé encore. Et merci pour ce cadre. Oui. J'avais juste envie de rajouter, en fait, parce que l'événement est exceptionnel. Merci encore à la gang qui a organisé ça. Puis là, en se rencontrant tous, en tout cas, moi, personnellement, je me sens quand même assez proche et des chercheurs et des autres BDistes. Et je trouve qu'on forme une gang naturelle. Puis en fait, je me questionnais, c'est quoi qui fait que ça marche si bien alors que finalement, on n'a fait que quelques rencontres Zoom? Et je trouvais qu'on partageait tous la même empathie. Je pense que c'est ça. On est tous proches des humains. Je pense qu'autant les dessinateurs que les chercheurs. On est fait pour aller ensemble, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais peut-être une à la limite. Je suis désolé, j'ai le micro, donc je le capture un petit peu. Non, en fait, ça fait la suite de ce qui a été dit sur le fait que ça marche bien et que là, on voit qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place et c'est tellement émouvant pour nous qui avons organisé ça. Enfin, merci encore. Mais j'avais une question pour tant les BDistes que les chercheurs, chercheuses. Est-ce que vous avez eu un peu des retours, des échos de vos collègues, de vos pairs quand vous leur avez parlé de ce projet? Alors, c'est peut-être un peu tôt, parce que les planches, vous êtes encore en train de travailler dessus, donc elles ne sont pas diffusées, etc. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec des amis, des collègues? Et quels sont, là c'est vraiment par curiosité, quels ont été un peu les retours? Est-ce que c'était
Ok, c'est bien. Est-ce que c'était de la curiosité? Est-ce que c'était genre, c'est un peu bizarre votre truc? Bref, voilà, j'aime... Question ouverte. Si vous avez un peu des témoignages là-dessus, je pense que ça pourrait nous éclairer un petit peu sur comment ça peut être reçu à l'extérieur de cette gang formidable que nous sommes. Pardon. Mais les commentaires que j'ai eus, je suis dans un groupe de recherche en études féministes, puis on travaille souvent ensemble. Puis un constat qu'on fait, c'est qu'on trouve ça vraiment dur de naviguer un espace académique, c'est très, très individuel. Donc, au-delà de l'intérêt particulier pour la BD, j'avais beaucoup de personnes très jalouses autour d'être dans un projet où il y a, en fait, un peu une collaboration organisée. Puis c'est une raison pourquoi que quand j'ai vu l'appel, même au-delà de la BD, c'était vraiment comme « wow, genre, je peux découvrir un espace où on collabore ». Puis finalement, tu sais, un peu comme que tu nommes, ça a été vraiment enrichissant. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'apprentissage en accéléré, même sur ma pratique d'écriture scientifique, disons. Donc, vraiment, merci. Puis c'est comme, je trouve que ça donne envie de continuer parce que ça nourrit vraiment beaucoup. Des fois, c'est un peu stérile de réfléchir toute seule de notre côté. Puis, tu sais, j'ai l'impression, dans notre collaboration avec François, il y a, surtout en personne, d'avoir des retours. J'ai vraiment l'impression qu'on polissait, qu'on reconstruisait. On a vraiment eu du fun à le faire. Puis, tu sais, on a parlé un peu de la notion de plaisir dans d'autres ateliers, mais je pense d'être ensemble, ça ramène le plaisir dans la production, pour moi, académique ou, tu sais, BD. Donc c'est ça. Ouais, beaucoup de jalouses. De mon côté aussi, je pense qu'il y a de plus en plus, on vous le disiez, hein, mais je dirais pas une normalisation, mais certainement une valorisation de ce type de collaboration-là, parce que moi, en fait, la réaction a été unanime. Donc, c'était vraiment quelle bonne idée, c'est extraordinaire. Puis, en fait, il y a cette idée d'accessibilité aussi, de rendre accessible sous une autre forme, parfois, des travaux de recherche. Par rapport à la réaction fortement positive, j'ai l'impression que par rapport à la collaboration, c'est que depuis le départ, on parle beaucoup de la collaboration en binôme, mais qu'en fait, ce qui est en train d'émerger de la discussion collective qu'on a ici, c'est que la collaboration n'est pas simplement en binôme. C'est-à-dire que le contexte a amené une collaboration qui est beaucoup plus large aussi entre binômes. Donc, cet élément-là collaboratif est plus simplement entre deux personnes, mais vraiment dans cet espace collectif-là qu'on a partagé. Bien, en fait, puis je vois, il y a Capucine aussi, mais en fait, c'est la même chose. Je pense qu'on est vraiment même dans, je vois au niveau de l'école de travail social à l'UDM, comment aussi transférer les résultats de recherche différemment, pas uniquement par rapport à la BD, mais notamment par rapport à la BD. Je pense qu'il y a un grand intérêt en ce moment, puis je pense que la recherche a tout à gagner à faire ça aussi, là, et puis notre choix, en fait, c'était vraiment que je voulais redonner aux personnes à qui ça s'adresse, l'intervention sociale, par exemple. Et je trouve que la BD, c'est un bon médium aussi, des fois pour des personnes qui ont de la difficulté au niveau de la littératie, etc. Donc, je trouve qu'il y a vraiment... Et on choisit aussi le public à qui la BD va s'adresser. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis aussi, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que ça nous amène à nous questionner. Moi-même, en me disant, c'est ça, quelle place on joue aussi. Donc, déjà, comment, quand on rentre sur un terrain de recherche, là. Moi, j'avais toujours la question, moi, je suis intervenante sociale, je suis aussi chercheur, etc. Là, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se met en scène quand on se met dans la BD, etc. Justement, Chloé qui me demandait, c'est ça, est-ce que tu te vois dedans? Est-ce que je te verrais bien? Et je pense que tout ça, ça nous amène d'autres réflexions aussi, qui nous amènent aussi à réfléchir sur notre posture, quoi, tout simplement. Et encore une fois, je trouve que c'est la même chose pour les BDistes. Il y a tellement de choses qui sont similaires, en fait, de points qu'on peut faire vraiment des parallèles, que je trouve vraiment ça enrichissant, en fait, tout ça. Puis pour finir, là, je trouve qu'effectivement, là, je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose de collectif, une émulsion qui est née, en fait, de ça, grâce à vous autres. Là, donc un grand merci à tous les quatre, parce que vraiment, c'est chouette. On sent qu'il y a quand même quelque chose. On a envie, avec Chloé, on se dit, ouais, on a un projet qu'on se dit, ah ouais, peut-être dans 6 mois, là, on va essayer de voir, etc., pour continuer, en tout cas, pas sur ma recherche, mais sur une autre recherche, et peut-être faire rentrer dans le terrain ensemble, etc. Et donc, je pense que ça demande encore à continuer, en fait. Donc. Dans mon cas, ce que je voulais ajouter, c'est dans le cas tout particulier de notre recherche, il y a eu une couverture du Devoir dernièrement. Donc déjà,
on a eu des échos très, très positifs par rapport au sujet de la recherche. Donc, moi, donc, là, je ne travaille plus comme adjointe de circonscription, fort heureusement, parce que ça me donne le temps de pouvoir travailler là-dessus, entre autres. Mais tout ça pour dire que, bon, il y a eu beaucoup, des adjoints qui ont été très reconnaissants. Il y a eu un webinaire, donc, Adèle pourra me corriger. C'est environ une centaine de personnes qui se sont joints à ce webinaire-là pour avoir les retours sur l'étude, parce que là, c'est ça, dans ma BD, on a fait le choix de ne pas parler de la méthodologie, mais en fait, ça a été par sondage, puis ensuite par des rencontres individuelles. Puis en fait, c'est uniquement sur les cas d'immigration, sur les dossiers d'immigration que porte la recherche, ce que font les adjoints. Mais c'est c'est tellement une charge de travail tellement intense, puis ça pose quand même sur le dos, sur le poids, excusez-moi, je mélange tous mes mots. Mais bref, c'est beaucoup, en fait, de travail, puis c'est un travail qui est invisible. Fait que là, je crois déjà qu'on sent une certaine reconnaissance uniquement avec l'article du Devoir, avec la recherche. Fait que moi, j'ai très hâte de voir l'écho qu'aura la BD, puis c'est d'autant plus... c'est ça, donc, de voir qu'il y aura une diffusion en anglais, en français, puis bref, on travaille déjà à la suite des choses. Puis moi, c'est quelque chose que je me demandais, donc, parce que, par exemple, on vise les gens de la rue dans le cas de votre recherche à vous, donc est-ce que vous avez déjà eu des retours, je ne sais pas si j'avais le droit de poser une question. Ben, c'est ça. Donc, dans le sens, est-ce que vous vous attendez à un retour, du moins, du public qui était visé par la recherche ou... Ben en fait, là, pour le moment, on n'en a encore pas parlé directement aux personnes de la rue, mais par contre, en fait, le temps qu'on travaillait avant-hier, il y a quelqu'un du milieu communautaire, en fait, un intervenant, une personne qui a connu la rue, qui maintenant qui travaille dans un organisme communautaire, puis qui est venu voir, je l'ai invité à venir voir ce qu'on faisait, et quand il a vu le travail de Chloé, il a dit « waouh ». Enfin, en tout cas, il a vraiment tripé. Donc déjà, je me dis, c'est un super bon signe, là. Donc, c'est quelqu'un qui a été dans les deux côtés, donc je pense que ça lui a beaucoup parlé. Donc, mais en tout cas, on va attendre que ça soit justement terminé, mais c'est ça, c'est là que je pense qu'on va penser à une diffusion plus large pour les gens de la rue direct. Déjà, merci beaucoup pour tous ces retours, parce que c'est passionnant, et puis ça, je pense que ça dépasse nos espérances, notamment dans l'aspect que vous mentionnez de collectif, de cette dynamique qui a été mise en place, puis dont vous vous êtes vraiment toutes et tous emparés. Évidemment, nous, on aimerait bien pouvoir reproduire ce dispositif, parce qu'on trouverait ça vraiment triste que ce soit limité. Donc, discussion à poursuivre. Donc moi, j'aurais une question, parce que vous avez pas mal mentionné le fait que le présentiel, ça a été un moment assez clé dans ce processus. Moi, ce que j'ai observé de l'arrière, c'est qu'il y a eu d'autres moments clés, comme certaines formations avec des questions qui ont été posées, puis où j'ai eu le sentiment qu'elles ont fait avancer la réflexion, puis la collaboration. Et nous, c'est vrai qu'on avait cette partie virtuelle à l'origine, donc il y a eu 3 formations qui ont été en visio, en fait, et ça répondait à des contraintes, notamment géographiques. Je pense que ça a permis à des personnes, notamment éloignées, pas uniquement au Québec, mais aussi en France, d'y participer. Et moi, j'aimais bien justement le fait qu'il y ait ce côté hybride qui rendait ça plus accessible, mais qui avait quand même un espace présentiel. Puis j'aimerais bien vous entendre, celles et ceux qui veulent en parler, puisqu'il y a quand même l'idée de peut-être en faire quelque chose par la suite. Ce que vous pensez de ce dispositif-là, puis peut-être ce que vous y apporteriez, ou quelles critiques vous pourriez y apporter. Mais nous, en fait, puis c'est drôle parce qu'en parlant avec d'autres bidons, ils nous ont dit « Ah, vous aviez l'air full organisé ». Puis en fait, on a passé vraiment beaucoup de temps à développer beaucoup de techniques de travail, de collaboration à distance. Quand même compliqué, puis en même temps, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, on a vraiment développé comme une méthode super intéressante de travail. Puis c'est le côté négatif d'être lancé en mode exploratoire. Bien, en fait, c'est beaucoup de travail, puis d'aller-retour. Puis en même temps, ça permet de créer d'autres façons de travailler ensemble. Je sais, ouais. Moi, je pense, je sais pas, on a quand même un background militant, ce qui fait qu'on se surconsulte tout le temps. Et donc, il y a vraiment beaucoup de tout est noté, tout est compte rendu. Et moi, je trouvais ça intéressant, et ça me faisait penser à d'autres, justement à d'autres milieux qui n'étaient pas les milieux de la bande dessinée. Et je trouvais que c'était super important. Mais c'est vrai que ça faisait qu'à la fin, on se disait
On a beaucoup, on est très, très organisé. Ouais. Mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait beaucoup de planches de fait. Et c'est vraiment, c'est ça. Et c'est vraiment, je trouve, ça l'a vraiment plus débloqué quand on s'est rencontrés physiquement. Et là, le travail a pris une autre tournure. Peut-être un truc que j'ai réalisé durant le colloque, on a quand même parlé beaucoup de la scénarisation. Puis durant la formation, on n'en a pas tant parlé. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une troisième dimension. Il y a vraiment l'écriture scientifique, après ça, une sorte de scénarisation, puis après ça, comme une mise en storyboard. Puis finalement, on le fait, ça. Mais je pense que c'est intéressant de discuter, qui fait quoi, puis éventuellement, dans le livre, d'avoir des étapes de travail. Nous, on s'est fait un document avec des étapes de travail, des dates, des retours. Donc, on a travaillé notamment avec Notion. Donc, c'est ça. À partager éventuellement, mais c'est vrai que de se rencontrer en personne, ça a été 5 fois plus vite, en fait, pour le travail, puis d'avancer dans... Ouais. Donc, vive le présentiel quand même. Sinon, moi aussi, une remarque, mais qui va vraiment plus à un enjeu financier, là, c'est que je me rends compte que l'idéal, c'est qu'il y aurait dû avoir une présentielle dès le début. Pour amorcer, les premières pistes, ça aurait été extraordinaire, mais je comprends, là, ça coûte de l'argent d'être ici depuis 3 jours, puis tout ça. Parce que c'est ça, c'est que dans le fois qu'on s'est rencontrés, là, il y a tellement de choses qui se sont réglées, puis que c'était clair, puis ça s'est fait rapidement. Fait que de se rencontrer une première fois, de laisser mijoter, de se faire de temps en temps des Zooms, des appels, des courriels, puis de finir les planches ensemble dans un atelier comme on a eu les 3 derniers jours, ça serait comme idéal. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que commencer en Zoom, c'est d'apprendre à se connaître en Zoom, ce qui peut ne pas être tout le temps évident aussi. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont moins à l'aise aussi. Bon, je ne parle pas pour moi, là, mais je me dis qu'il y en a peut-être d'autres. Là. Mais c'est sûr que le fait, idéalement, c'est possible tout de suite. Là, mais admettons que ce ne soit pas possible. Moi, je me disais, parce qu'effectivement, le présentiel, ça a vraiment fait une grosse différence. Au début, moi, j'avais des doutes sur le fait d'avoir une table commune pour être 2 binômes à travailler en même temps. Et en fait, au contraire, c'est là que ça a créé encore plus de liens parce qu'on avait la proximité physique. Et après, de pouvoir tourner autour des tables, d'aller voir... Moi, je rajouterais peut-être une demi-journée de travail aussi et pas faire 2 journées entières. Une journée entière, c'est beaucoup, je pense, pour les BDistes, pour nous aussi, des fois. En même temps, je trouvais que ça a quand même aidé. Mais si on avait eu une demi-journée avant, en fait, on aurait pu tout de suite mettre la table et le lendemain, ça aurait été un peu plus léger, puis après finir une demi-journée un peu. Donc moi, je rajouterais une demi en amont, en fait. Parce que je trouve qu'effectivement, c'est le présentiel, on règle plein de choses. Ouais, et c'est là qu'en fait, c'est vraiment l'émulsion collective, elle arrive là. C'est parce qu'avant, on était chacun derrière nos écrans, on se saluait, on parlait à chaque fois un petit peu c'était quoi notre sujet. Mais c'est ça, là, on a créé du lien, en fait. Peut-être pratico-pratique, là, le temps que tu te rends au micro ne sera pas très long, mais 4 heures de Zoom, là, c'est un peu long. Donc, pour être très pratico-pratique, je pense que des fois, il y avait une intention qu'on travaille de manière collaborative à distance, mais je pense que souvent, après comme plusieurs heures sur Zoom, l'énergie, l'élan, puis le format même s'y prêtait moins bien, peut-être. Au niveau des formations, les formations, elles étaient vraiment chouettes, très nécessaires. Je pense que ça nous plongeait dans un milieu qu'on ne connaissait pas. On partait de zéro, tous. Donc, elles étaient nécessaires. Je ne changerai rien, je referai les mêmes. Je dirais peut-être quelque chose à rajouter, et puis on l'a mentionné plusieurs fois ces jours-ci, au niveau de la scénarisation, mais aussi au niveau des rôles respectifs. Moi, je sais que dans notre binôme, on a perdu, je pense, beaucoup de temps, parce que je pense qu'on ne savait pas qui devait faire cette scénarisation. Moi, j'étais là de mon côté, à attendre que peut-être ça vienne de lui. Je pense qu'il attendait que ça vienne de moi. Puis moi, j'étais là, moi, je suis dans une position privilégiée. Je suis professeur d'université. Est-ce que lui, il a été payé pour faire ça? Est-ce qu'il a été payé assez? Est-ce que je peux lui demander telle chose? Je n'osais pas lui demander des choses parce que je craignais de participer à une exploitation. Donc, ça m'aurait presque aidé de savoir, oui, il est payé tant d'heures et mesurer un peu plus. Donc moi, ça m'a mis des fois en porte-à-faux. Je ne savais pas quoi attendre de mon binôme, quoi demander à mon binôme. Donc j'essayais de prendre des initiatives, mais peut-être que j'ai pris trop d'initiatives pour lui alléger le travail en pensant l'aider. Et puis peut-être que ça a brimé sa liberté. Donc je pense peut-être
soit clarifier les choses, soit nous donner un espace de vraiment en parler dès le début, avec des questions où on se met d'accord et où on peut avoir ces discussions qui ne sont pas faciles aussi à avoir. Oui, ben, c'est pour rebondir là-dessus. Je suis très content d'avoir ce retour-là sur la scénarisation, parce que c'est rare en tant que formateur. J'en donne quand même souvent des formations qu'on a un gros feedback dans les petits sondages que vous recevez après les formations auxquelles vous répondez la plupart du temps pas. Ou sinon, c'est toujours comme oui, j'ai beaucoup aimé ça, puis c'est correct, là, mais on aime ça avoir des commentaires plus constructifs, là, pour ne pas dire négatifs. Puis ben, ça m'interpelle beaucoup parce que moi, j'avais l'impression quand même d'être embarqué là-dedans, puis je me rends compte que pas tant que ça. Parce que probablement que pour moi, qui travaille quand même beaucoup sur des projets comme ça, c'est très implicite, là. Puis moi, des scénarios écrits, j'en fais très peu. C'est beaucoup, comme pour moi, la scénarisation, on se fait beaucoup au découpage, là, de la manière que je travaille. Puis tu sais, je vous présentais un peu mes 3 archétypes des types de collaboration. Pour moi, c'est un peu là-dedans. Mais ça me parle beaucoup parce que tu sais, j'aurais pu rentrer plus en profondeur là-dedans. J'ai des exemples aussi de gens avec qui je travaille qui m'arrivent. C'est plus rare, là, dans mon cas, mais qui m'arrive déjà vraiment avec un scénario assez détaillé puis tout. Puis bref, j'en prends bonne note comme quoi c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été assez travaillé puis fouillé. Puis c'est vrai que ça reste pour moi l'étape une des étapes la plus importantes. Moi, je focus beaucoup en disant, quand vous êtes au storyboard découpage, c'est là qu'on peut tout changer. Pour moi, c'est ça reste encore pour moi de la scénarisation, mais c'est sûr que comme toute la créativité, puis le dessin à la fin, moi je dis toujours c'est la machine à saucisses, là. Mais dessiner, c'est finir le dessin, mais tout le processus comme créatif et de vulgarisation, c'est sûr qu'il est à cette étape-là. Mais je pense que vous en êtes, peut-être que je vous ai fait perdre un peu de temps, mais je pense que vous en êtes tous et toutes très bien sortis par contre, là. Puis peut-être dernier petit commentaire, moi je trouve ça super intéressant aussi de voir la diversité des approches, des gens qui ont pris une approche plus vulgarisation, je dirais pas didactique, parce que j'aime pas ce mot-là, là, parce qu'il y a quand même une mise en récit, mais quelque chose de quand même plus informatif, BD un peu plus d'ambiance, à la limite dans votre cas, la BD muette avec des blocs de texte, mais qui est quand même dans un autre truc, puis bon, j'en saute, là, mais je trouve que sans avoir poussé des pistes plus que ça, naturellement, c'est vraiment aller dans différentes directions. Puis sinon, le collectif, moi-même, ça m'a fait du bien aussi, en tant que personne qui n'a même pas créé de BD. Mais moi, je travaille beaucoup à distance, puis je travaille quand même relativement bien à distance avec les personnes. J'ai plein de collaborateurs que je rencontre jamais en personne, mais on se rencontre virtuellement, là. Puis ça va bien, mais je suis sûr que comme collectivement, moi, ça me nourrit aussi d'être avec vous pendant les ateliers créatifs, puis de discuter, puis de vous voir discuter entre, c'est ça, là, les tables à 2 paires, là, puis de voir les gens s'interpeller. Puis moi-même, ça continue à me faire cheminer sur ma pratique artistique, puis de vulgarisateur. Puis comme je l'ai dit ce matin, ça me manque ce genre d'opportunité-là. Fait que ça aussi, je pense que c'est pas très tangible, là, peut-être dans le très concret, mais je suis sûr que tout le monde va repartir avec un petit baluchon, là. Justement, pour embarquer sur ce que tu viens de dire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on était comme une première cohorte, si on veut. On est des rats de laboratoire dans le sens positif du terme. C'est que là, c'est comme, ah ouais, comment ça peut marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant aussi de documenter nos processus, puis de les garder, puis que ça devienne des références pour quand vous allez faire à nouveau ce truc-là. Parce que je pense que vous voulez le refaire. Ouais. Mais, tu sais, quitte à un moment donné de créer une méthodologie de travail, tu sais, qui peut être documentée puis qui peut servir pour d'autres BDistes et chercheurs qui veulent collaborer ensemble puis qui ne savent pas par où commencer ou à quoi s'attendre. Oui, ben justement, je suis vraiment d'accord avec toi, Martin, et puis avec toi, Mireille. C'est ce que je voulais dire, c'est que du coup, quand on a créé le blog avec Pierre, on s'est rendu compte que, en fait, tout ce que vous avez découvert là pendant la formation de cette collaboration, on se dit ah mais c'est génial. En fait, déjà, bon, ça fait un peu exploser le cerveau parce qu'on se pose plein de questions, et puis voilà. Mais et déjà, bon, d'une, c'est hyper émouvant de voir que ça fait des années qu'on dit « Ah, mais il faudrait vraiment que les gens expérimentent ça », et du coup, c'est le cas, donc c'est vraiment génial. Et en plus, c'est vraiment ça, en fait, c'est sur cette formation complémentaire sur la scénarisation et justement qui se saisit de ce scénario, qui se saisit de ça entre le chercheur, la chercheuse et le BDiste ou la BDiste.
En fait, c'est justement, je pense que c'est tout le point en fait de cette formation et de cette expérimentation, c'est que là, nous, on a pu observer, parce qu'on vous observait effectivement beaucoup, et moi, c'est ce que j'ai pris énormément de plaisir à vous observer, à observer les différentes manières de vous voir au travail, entre eux, effectivement, ceux qui étaient hyper organisés, avec des post-it en train de découper des trucs, et puis d'autres qui étaient en train de rigoler à côté. Enfin bref, c'était vraiment super de voir ça, et du coup je pense que ça donne énormément de matière en fait pour affiner une formation là-dessus, parce qu'en fait maintenant on a cette expérience là, et puis comme tu dis, va falloir documenter tout ça et puis essayer d'en retirer des enseignements, et du coup d'élaborer, oui, peut-être une méthodologie, vraiment un enseignement des différentes manières de faire, des différentes possibilités. Enfin, bref, voilà. Donc en gros, là c'est génial, parce que jusqu'ici, en fait, j'ai l'impression qu'avec Pierre, on a fait quelques colloques pour parler de cette collaboration-là. En fait, il n'y avait pas énormément de matière pour... Je sais pas, c'était un peu faites comme vous pouvez, quoi. Ça se créera au fil de la rencontre et tout ça. Et là, en fait, il y a vraiment une matière vraiment tangible pour le coup, pour faire quelque chose de concret. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Enfin, oui, je suis désolé, on va devoir s'arrêter parce qu'on a déjà du retard. Et on est vraiment très content que cette discussion elle ait pu se faire en public aussi, parce que pour nous, ça faisait vraiment partie du dispositif ensemble du colloque que cette formation soit là, et donc qu'il y ait cette séance de discussion autour de ça. On voulait que ça soit public aussi, mais on va continuer. On a bien retenu les différents points à améliorer, qui tendent soit vers la formalisation de l'activité en clarifiant les positions possibles de chacun, les financements, etc., mais aussi l'informalisation encore davantage de l'événement avec plus de coprésence, etc. C'est très intéressant à analyser, ça va être très chouette à travailler sur toute cette matière. En attendant, on va faire une pause avant de commencer la dernière table ronde.